Bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, je suis Benoît Julien, je suis journaliste spécialisé dans l'agroalimentaire et je m'occupe depuis 2002 d'une agence d'information spécialisée qui s'appelle ICAL. Et je remercie la CAVAC bien sûr de m'avoir convié pour animer cette partie de votre Assemblée Générale dont le thème est consacré à la transition alimentaire. La transition alimentaire, le thème est bien choisi car il est en train vraiment de monter de façon puissante et on va le voir de différentes manières ce matin. Mais déjà, essayons de voir que se passe-t-il ou même se passe-t-il quelque chose puisque, comme vous le savez, depuis au moins le début des années 2000, on annonce régulièrement des révolutions dans un sens, dans un autre, dans le monde alimentaire, sans que ça ait beaucoup de conséquences finalement si flagrantes. C'est par exemple le cas de la révolution par la santé, la santé par l'alimentation qui n'a été promise notamment par Danone et puis suivi par tous ses confrères, qui finalement a été quand même un peu freinée, même si les considérations santé n'ont pas disparu. Mais l'idée que l'alimentation allait devenir vraiment en son cœur un produit de santé, cela n'est pas arrivé. Ce qui montre qu'il faut aussi se garder des excès d'optimisme quand on parle de tendance et d'évolution. D'autant que, comme vous le savez, nous nous trouvons dans un marché alimentaire ambigu. Comme ce petit schéma le montre, certes, il est porté par une certaine premiumisation, puisqu'on a ce qu'on appelle l'effet mix qui permet de faire évoluer favorablement le marché en valeur. L'effet mix, c'est le fait que les consommateurs, certains en tout cas, consomment davantage de produits à plus forte valeur ajoutée. C'est par exemple le cas des produits bio. Et donc cet effet mix permet une croissance du marché qui, sinon, serait sans doute négatif, puisque vous voyez que par contre, les ventes en volume diminuent. Il faut aussi noter que, certes, l'effet de hausse ou de baisse des prix est redevenu positif après plusieurs périodes où on était en vraie déflation. Là, c'est sans doute l'effet de la loi Egalim, et vous savez, le redressement du seuil de revente à perte, qui a eu cette conséquence sur une légère inflation, mais qui montre quand même une tension forte sur les prix. D'ailleurs, quand on observe l'évolution des parts de marché des enseignes de grande distribution, les grandes gagnantes en ce moment sont Leclerc et Lidl, qui, comme par hasard, sont également celles qui sont créditées de la meilleure image prix, et en général de façon justifiée d'après les indices calculés. De même, les exportations sont poussives. Comme vous le savez, si on retranche les vins et spiritueux des statistiques du commerce extérieur, la France est déficitaire sur les produits agroalimentaires transformés, ce qui est quand même un peu une surprise encore, et pour l'instant la tendance ne s'inverse pas comme vous le voyez sur ce graphique. Enfin, bon, alors que le revenu agricole, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, demeure souvent très bas, l'industrie agroalimentaire également perd en compétitivité, comme le montre cette courbe, où on voit son taux de valeur ajoutée, son taux de marge chuter de façon assez nette ces dernières années. Alors cela dit, en effet, une mutation est en train de se produire sans doute. En fait, que se passe-t-il? Il semble que les enjeux séparés que chacun travaillait un peu de son côté auparavant, qui étaient l'environnement d'un côté, la santé de l'autre, l'équité sociale éventuellement pour certains, étaient pris de façon séparée. Et maintenant, ce qu'il apparaît avec ce qu'on appelle la transition alimentaire, c'est que ils vont être réunis dans une approche globale. Et ça commence à s'installer dans le sens où les vœux pieux d'hier se traduisent progressivement en véritable action. Avant, les acteurs, ceux qui faisaient la promotion de nouvelles tendances, étaient obligés de commenter des sondages où on sait dire facilement aux consommateurs qu'ils étaient prêts à payer davantage pour ci, pour ça, et c'était du déclaratif. Aujourd'hui, on le voit clairement dans les GMS, dans les grandes surfaces, on le voit clairement dans les chiffres de vente. J'en veux pour preuve, évidemment, on en a déjà beaucoup parlé, l'évolution du bio. Vous avez bien vu que dans l'activité de la CAVAC elle-même, la courbe est sensiblement la même que celle qu'on constate depuis plusieurs années. Et cette année, l'année qui s'achève, le marché aura sans doute déplacé assez largement les 10 milliards d'euros. Et évidemment, la tendance du végétal, on y reviendra sans doute durant la table ronde, la tendance du local, le Made in France, et également la naturalité, notamment avec la mise en exergue et voire la mise à l'index parfois des substances dites controversées,
où là, des applications comme Yuka jouent un rôle important. Ce sont les premiers signes de cette transition alimentaire qui certes sont encore un peu parcellaires, mais ont quand même une force beaucoup plus importante que des mouvements de ce genre pouvaient avoir auparavant. Alors attention, de quoi parle-t-on quand on parle de transition alimentaire? Certes, la digitalisation est quelque chose d'important, mais on reste dans un marché matériel. La digitalisation ne va pas remplacer l'aliment demain, bien au contraire. D'ailleurs, la grande distribution elle-même, tout en se tournant vers le online, tout en développant ses drives, soigne de plus en plus, au contraire, son activité physique. En témoignent notamment les rayons métiers, les rayons traditionnels que les hypermarchés développent. Là, vous avez l'exemple intéressant du carrefour de Villiers-en-Bière, où vraiment il y a un soin vraiment très important apporté à la qualité des produits, à la qualité de leur mise en œuvre et à la qualité de leur présentation. En fait, donc plus que le digital, la grande nouveauté de cette transition alimentaire, je pense, c'est que toute la chaîne, en effet, est touchée et à la fois. On le verra notamment avec Christian Huyghe de l'INRA dans très peu de temps. Hein. Voilà, il n'y a plus un élément qui peut être mis de côté. L'ensemble doit être pris en compte. Bon, là, je les ai listés, semences, phyto, etc. On en reparlera. Voilà, c'est ça l'événement nouveau et qui commence à s'installer véritablement, même si la société a des attentes multiples, on dit même parfois contradictoires, entre le prix et la qualité, exigeant notamment du monde agricole des efforts que le consommateur lui-même ne fait pas forcément. Par exemple, je crois savoir que l'usage des produits phytosanitaires par les particuliers n'est pas spécialement en diminution ces derniers temps, alors qu'on y reviendra, on attend une forte diminution du recours aux phytosanitaires par les agriculteurs. Et cela dit, voilà, on voit déjà tout ça apparaître, on en parlera aussi avec Bertrand Swiderski de Carrefour, hein, la grande distribution, que ce soit Carrefour bien sûr, mais aussi beaucoup d'autres enseignes, adoptent cette approche, dont après on peut se demander jusqu'où elle ira, dans le sens où, évidemment, les attentes sociétales sont un peu utopiques parfois. Quand on parle par exemple, alors peut-être qu'en Vendée on en parle moins sans doute, mais dans les grandes métropoles on se met à parler d'agriculture urbaine par exemple. Bon, ça fait beaucoup plaisir aux citadins, mais jusqu'où ira-t-on? Dans le sens où une agriculture urbaine poussée à bout, ça peut donner ce qu'on voit sur cette photo, c'est-à-dire quelque chose qui est assez loin de la naturalité finalement. Il se posera aussi des questions sur les circuits courts. Un circuit court pourra-t-il, s'il progresse, se passer d'intermédiaire? Et dans ces cas-là, ce sera peut-être plus tout à fait un circuit court. Le bio, évidemment, vous le savez, peut poser aussi question. Tout cela montre que cette transition alimentaire, si elle s'installe, aura sans doute aussi des limites. Certains font la promotion du tout semence de ferme, de cultures sans aucune chimie, d'aliments sans process, voire de produits sans emballage, de produits alimentaires sans emballage. C'est sans doute des excès, mais toujours est-il que les dernières années nous ont montré que quand les consommateurs font une demande de façon assez pressante, au-delà de la pression médiatique, un jour ou l'autre, ça rentre dans les mœurs d'une manière ou d'une autre. Je prendrai l'exemple de la charcuterie. Pendant très longtemps, l'industrie charcutière disait qu'il était absolument impossible de se passer de sel. Je parle là du sel normal, dans les charcuteries, puis finalement, ils se sont mis à diminuer le taux de sel, parce qu'ils ont bien vu qu'il y avait une demande du marché. Le même mouvement est en train de se produire de façon encore marginale, mais sur les sels nitrités, dont certaines offres déjà sont sorties, a priori, ou théoriquement, exemptes de sels nitrités. Voilà, donc c'est quelques éléments pour essayer de brosser le contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement, qui est un contexte véritablement de mutation, et dont nous allons maintenant parler justement durant cette table ronde. Et donc je vais passer de l'autre côté pour appeler nos différents intervenants. Je vous remercie.
Nos intervenants d'aujourd'hui sont, j'appelle d'abord les intervenants extérieurs, évidemment, donc que j'ai évoqué déjà d'ailleurs. Christian Huyghe, qui est directeur scientifique de l'INRA. J'invite à me rejoindre à ma gauche. Merci. Et Bertrand Zwilierski, qui est directeur du développement durable au sein du groupe Carrefour. Alors je ne vous présente pas Jérôme Callot, le président du CAVAC qui était déjà en tribune, mais le rejoint également Franck Buteau, donc vice-président de la CAVAC. Comme ça, voilà, nous n'avons pas de parité homme-femme, mais nous avons une parité coopérative, on va dire. Voilà. Et puis je vous rappelle que vous pouvez... Alors il y aura une séance de questions qui vous sera réservée naturellement, mais pour les plus timides, il y a aussi la possibilité de poser des questions par SMS. Vous avez le numéro qui vous avait été remis. On va commencer avec Christian Huyghe, donc directeur scientifique de l'INRA. Christian, justement, l'INRA qui occupe une position importante au niveau du monde agricole, pour vous, qu'est-ce que cette transition alimentaire? Quelle est son implication pour l'agriculture? Et est-ce une chance pour les agriculteurs aujourd'hui? Merci beaucoup, merci à vous de m'accueillir et de m'avoir invité. En fait, la question que vous posez est une question très compliquée parce que il y a une mutation qui est en train de se produire en même temps. On peut le regarder à l'échelle locale, presque individuelle, et à l'échelle mondiale. En fait, si je prends l'échelle mondiale, il y a eu des tas de travaux qui ont montré que s'il n'y avait pas de transition alimentaire, en fait, la capacité que la Terre aurait à porter et à alimenter les bientôt 9 milliards d'habitants en 2050, ça passait pas. Donc ça, on pourra revenir sur cette question-là. Et puis, au niveau local et au niveau national, ce qui est en train de se passer, c'est une transformation très profonde du contrat social qui lie l'agriculture au consommateur. Contrat social qui est globalement élaboré dans les années 50, où on dit, la politique agricole commune, elle est basée là-dessus, c'est vous assurer la sécurité alimentaire de la population européenne, donc en quantité, en qualité et au prix le plus bas possible. Et l'expérience prouve que les agriculteurs ont rempli massivement leur contrat. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que la société en tant que telle a bougé, et elle bouge très fortement, et vous l'avez mentionné en introduction, avec une demande d'alimentation un peu complexe d'ailleurs, et extrêmement divisée et morcelée, une demande d'environnement qui est extrêmement forte, et puis une demande de toujours pas payer très cher, quoi. Donc, en fait, il y a une schizophrénie de celui qui va dans le supermarché. Quand il est client, il veut pas payer. Quand il est consommateur, il veut un truc qui soit très bon pour sa santé. Et quand il est citoyen, il veut pas qu'il y ait de phyto. Voilà. Et donc, de fait, c'est ça, cette transition qui est en train de se produire. En fait, il y a des tas d'éléments que les gens oublient en tant que consommateur. Vous avez montré une photo de quelqu'un qui fait pousser de la salade dans une chambre de culture. Et on met très souvent ça derrière le mot de l'agriculture urbaine. Ce que tout le monde oublie, c'est la surface qu'il faut pour nourrir une personne. Il y a un travail qui a été fait par BioNutriNet, qui a été publié cette année, qui montre que les consommateurs qui ont une tradition bio mangent moins de produits carnés et moins de produits animaux, et que les consommateurs dits conventionnels en consomment un peu plus. Le consommateur bio, il a besoin de 3500 mètres carrés pour vivre dans les conditions de production françaises où on produit quand même beaucoup. Le producteur dit conventionnel a besoin de 4500 mètres carrés. Et en face de ça, vous voyez des papiers dans la presse grand public qui dit c'est super, à Paris on a 15 hectares d'agriculture urbaine. 15 hectares, au mieux ça fait 45 personnes. C'est pas la peine de faire un papier, vous donnez la liste de ceux que vous choisissez de nourrir. Non mais en fait, cet élément-là, la plupart des gens ne l'ont pas en tête. Et donc, de fait, on a un défi de mettre en tension les demandes locales et la vision globale. Et donc, je reviens à la question de la sécurité alimentaire mondiale. On a un défi absolument majeur. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer à l'échelle mondiale? On a deux gigantesques pays, la Chine et l'Inde, qui ont chacun plus d'1 milliard d'habitants. La Chine avec une augmentation de la consommation de produits carnés absolument massive, et ça a été présenté tout à l'heure par le prix du porc qui se maintient, parce que les Chinois ils demandent, ils ont la PPA chez eux. Effectivement, j'espère qu'on ne l'aura pas chez nous. On va croiser les doigts. Mais pourquoi ils ont ça? C'est parce qu'en fait, leur demande interne est en croissance absolument massive, et ils sont à 1,5 milliard.
L'Inde, c'est un peu moins vrai. En fait, leur PIB augmente trop doucement. À l'échelle mondiale, donc on voit une augmentation de la population, une augmentation de la consommation de produits carnés, les terres disponibles n'augmentent pas et les rendements ont plutôt tendance à plafonner, voire à décroître dans pas mal de régions. Et si on veut répondre à ça dans un contexte de changement climatique qui pèse sur la capacité à produire, il n'y a pas d'autre solution à l'échelle mondiale qu'une transition alimentaire vers des régimes qui sont moins riches en produits animaux. Et en fait, on a une forme de tension. Nous, on est en train de vivre ça déjà en Europe avec une baisse de la part de produits animaux dans... En fait, en général, on exprime ça par la proportion de protéines dans le régime alimentaire qui a tendance à baisser un tout petit peu en Europe. Et de fait, pour la CAVAC, qui a une filière animale très forte, on voit ça plutôt comme étant un problème. À l'échelle mondiale, on a une augmentation, mais on sait que si tout le monde se met à avoir le régime alimentaire de l'Ouest, en fait, on ne peut juste pas. Et donc, comment on arrive à vivre tout ça ? Et ça se passe par la capacité qu'on a collectivement à construire une forme de nouveau contrat social autour de ce qu'est l'agriculture, l'alimentation. Qu'est-ce que l'on veut collectivement ? Et qu'est-ce que collectivement on est prêt à payer ? Et je pense que, excusez-moi, je suis un peu trop long. En fait, derrière ça, si vous regardez ce qu'était la politique agricole commune en gros, le début des années 60, et ce qu'elle est aujourd'hui. Début des années 60, en fait, l'agriculture, elle fait deux choses. Elle assure un bien public et un bien privé. Le bien privé, c'est la capacité à acheter, la capacité des agriculteurs à être rémunérés. Elle fait un bien public qui est la capacité à assurer la sécurité alimentaire de l'Europe. Ne jamais oublier qu'en 1955, la France importe 50% de sa matière première alimentaire. On a tous oublié ça. Et aujourd'hui, la question, c'est quoi le contrat social qui assure bien privé, bien commun ? Bien privé, c'est effectivement être capable d'acheter, être capable de se nourrir, être capable de rémunérer les agriculteurs. Et le bien commun, c'est la pression environnementale. Personne ne peut nier qu'il y a une pression majeure de l'activité agricole sur l'environnement. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on construise collectivement. Et la réforme de la PAC est une super occasion pour faire ça. Alors justement, on peut peut-être prendre quelques exemples précis. Pas beaucoup parce qu'on a peu de temps, mais... un qui intéresse sans doute une bonne partie de l'assistance, c'est la réduction des intrants et particulièrement des phytos. Au niveau de la recherche, et vous comme représentant de l'INRA, que vous semble-t-il possible, souhaitable, et vers quoi on va ? Cette réduction de 50% des produits phytosanitaires, le problème des herbicides, etc. Voilà. C'est une excellente question. On pourrait y passer la matinée, hein, mais on ne l'a pas la matinée. On va éviter, oui. Non, en fait, ce que l'on sait, c'est que la protection des cultures est obligatoire. Si vous ne protégez pas une culture, elle est malade, elle est attaquée par tout ce que vous voulez. Comme les humains, la santé est obligatoire. Par contre, ce qui n'est pas obligatoire, c'est le recours systématique aux phytos, à un produit chimique. Et donc, la transition est-elle possible ? Oui. Est-elle obligatoire ? Oui. Est-ce qu'on a toutes les solutions en magasin ? La réponse, elle est non. Et donc, on va vers il y a des transitions fortes qui passent par l'évolution des systèmes de culture, et donc une plus grande complexité, une plus grande diversité de cultures. Et j'ai adoré les présentations qui ont été faites avant, où on voit aussi que la CAVAC s'est organisée pour valoriser une diversification des produits. Ça passera par là. C'est des variétés, avec des tensions sur le fait que certaines variétés ne sont pas acceptées par la société, et d'où le point d'avant. Un travail extrêmement fort sur le biocontrôle, j'y reviendrai dans une demi-seconde, et des travaux autour des agroéquipements, pour protéger autrement. Sur le biocontrôle, en fait, aujourd'hui, c'est un truc qui est totalement émergent, c'est un peu chasseur-cueilleur, c'est-à-dire on découvre quelque chose, on l'utilise, puis voilà. En fait, on est au tout début de révolution de savoir absolument majeure. En particulier, il y a deux choses. Le fait de découvrir qu'autour d'une plante, il y a un microbiote, comme vous avez un microbiote dans votre intestin, qui assure une partie de votre fonctionnement et de votre santé. Autour de la plante, c'est pareil. Et en fait, c'est quelque chose qu'on ignorait. Ce qui fait qu'avec les phytos, on avait cru qu'une plante saine, c'était une plante sur laquelle il n'y avait rien. S'il y avait quelque chose, on tapait dessus, puis c'est fini. Et en fait, on découvre que c'est tout à fait autre chose. Et on a là une zone absolument énorme d'innovation. Et le deuxième point, c'est la compréhension où on progresse vraiment très vite sur pourquoi un insecte vient quelque part. C'est tout ce qu'on appelle l'écologie chimique et le fait qu'on ait une capacité à construire des paysages agricoles où les insectes ne viennent plus, ce qui fait qu'ils sont régulés et on n'a plus besoin de taper dessus. Le point qui reste très difficile, il ne faut pas se voiler la face, c'est les problématiques de gestion des désherbages. Et en fait, le problème du désherbage, il est que, en fait, on a tellement simplifié les systèmes de culture dans la plupart des régions qu'on a spécialisé la flore.
On a une flore dans ce qu'on peut mesurer en fait en nombre de graines d'adventices par mètre carré, qui est en gros 10 fois plus faible que ce qu'il y avait il y a 30 ans. Et pourtant, elle n'a jamais été aussi difficile à contrôler qu'aujourd'hui parce que c'est ultra spécialisé. Et bien en fait, on est, si vous m'autorisez la métaphore d'un terrain de football, on est coincé contre le poteau de corner, quoi. Voire même des fois on est grimpé dessus. Et donc il va falloir qu'on sorte un peu pour gagner des degrés de liberté. Ben, ça passera par une diversification, ça passera aussi par des options de mécanique, quoi. Donc la transition, elle est possible, mais elle prendra du temps. Alors, justement, Franck Bluteau, vous qui êtes notamment président de la commission céréales de la CAVAC, comment pouvez-vous illustrer les propos de Christian par rapport aux solutions alternatives que vous commencez à essayer de mettre en place ? Oui, je partage tout à fait toutes ces avancées qui ont été faites là. Effectivement, aujourd'hui, à la CAVAC, on a un service agronomique qui est quand même performant. On y associe aussi les services agronomiques au sein de 3A, nos instituts techniques, Arvalis, Terrinovia, etc. Et c'est vrai qu'on travaille autant que faire se peut sur les mises en essai et la promotion des quelques produits alternatifs qui fonctionnent. Effectivement, ça a bien été soulevé. Aujourd'hui, il y a une jungle de produits, ils s'en présentent énormément, mais des produits qui fonctionnent réellement, il y en a très très peu. Pour autant, tout ce qu'on peut mettre en place et développer, on le fait. Pour quelques exemples, par exemple en anti-limaces, le Slux, on travaille aujourd'hui, ça représente à peu près 70% des ventes de nos produits anti-limaces. Autre produit qui fonctionne bien à la coopérative, qui aujourd'hui a une résonance en fongicide, c'est les Vaxiplan associés au soufre. Là, ça représente à peu près 40% de nos traitements en T1 en céréales à paille. Bien évidemment, on travaille aussi sur la promotion, la recherche de variétés tolérantes aux maladies. Je dis bien tolérantes uniquement. Pour exemple, en Absalon, cette année, on a à peu près 20% de nos ventes en semences certifiées en blé tendre ont été des Absalon, qui permet généralement le gain d'un traitement fongicide. Tout l'onglet qui a été abordé aussi, effectivement, culture associée, on y travaille bien évidemment. Alors après, avec divers succès, colza, culture associée aux plantes hautes, c'est aléatoire, je dirais, en termes de résultats, mais on y travaille quand même. Le dossier bio, association blé protéagineux et demain blé et légumineux sont des dossiers sur lesquels on avance de manière un peu plus forte, je dirais. Dans l'espace fourrager, les associations graminées et légumineuses aujourd'hui sont des monnaies courantes quand même. Donc on voit qu'on y travaille, mais c'est vrai, comme l'a rappelé tout à l'heure, c'est vrai qu'on a quand même des dossiers sur lesquels on est totalement bloqué, les problèmes de résistance et les problèmes de plantes invasives aussi, qui aujourd'hui on commence à connaître, je pense aux eurobranches, aux datura, qui sont aujourd'hui des vraies problématiques. Très bien, merci. Alors justement, est-ce que cela va aussi, on a vu dans les chiffres présentés tout à l'heure, sur les efforts faits dans le bio, justement, bon, c'est aussi une des voies sur lesquelles vous travaillez. Comment ça se passe, cette cohabitation entre les efforts faits dans le non bio et ce développement du bio ? Oui, effectivement. Alors, en plus, j'en parle d'autant plus aisément que je suis producteur bio moi, depuis une dizaine d'années. Donc, à ce titre-là, je préside la commission bio à la coopérative. Et c'est vrai, je peux vous assurer qu'on met en moyen tous nos moyens pour toutes les passerelles techniques qu'on peut avoir en commun pour justement combiner bio et non bio. On fait tout ce qu'on peut. D'ailleurs, je dirais même que cette distinction entre agriculture bio et non bio, enfin, on le voit bien, nous, au sein de la coopérative, est et va devenir encore de plus en plus étroite. J'en veux pour preuve aussi effectivement toutes les arrivées de nouvelles technologies. Aujourd'hui, par exemple, c'est vrai que les binages qui ont été initiés, je dirais presque en conventionnel, de manière assez modérée, aujourd'hui en bio sont des monnaies courantes avec des systèmes de guidage aujourd'hui devenus ultra précis. On voit bien que ça avance très très vite. C'est pareil dans le domaine du conventionnel aussi, avec le pilotage de capteurs pour des micro-pulvérisations qui demain permettront certainement de réduire l'utilisation des phytos jusqu'à 70 ou 80%. Ce sont autant de moyens qui montrent que cette passerelle bio et non bio sont des choses à gérer en parallèle, ils ne sont surtout pas en opposition. Alors justement, Christian Huyghe, sur cette cohabitation entre le bio et non bio que promeuvent les coopératives en général, enfin les agriculteurs, et qu'on comprend bien dans les milieux spécialisés, mais en même temps, il y a l'attente de la société. Est-ce que la société est prête à admettre cette sorte de double démarche, sachant que
j'imagine, on ferait des sondages. Si c'était possible, ils voudraient du 100% bio. Alors, est-ce que, selon vous, vers quel modèle on se dirige? Un modèle dual, comme celui que Franck vient de développer, ou un modèle un hybride? C'est compliqué. C'est toujours compliqué de prédire l'avenir, quand même. En fait, ce vers quoi on va, et ça a été un peu introduit par Franck, c'est comment la coexistence, mais comment le bio vient alimenter et forcer ou donner des solutions conventionnelles et réciproquement. Et donc, il y a eu au tout début de l'émergence du bio, il y avait une forme de confrontation, et aujourd'hui, il y a une hybridation extrêmement forte sur les technologies. Il y a 2 points d'attention que l'on doit avoir. Le premier, c'est le message que l'on fait passer vers le consommateur, et donc la pédagogie que l'on fait, c'est de faire attention. Le point sur lequel il faut être vigilant, c'est de ne pas croire que le bio il est vertueux et que donc le reste ne l'est pas. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est comment on arrive, et c'est une vraie difficulté, comment on arrive à faire que en conventionnel, on arrive à identifier des formes de gradation qui vont répondre en fait à différents segments de marché, de gradation sur les modalités de production, et d'avoir alors des labels ou des certifications qui permettent de reconnaître ça, sachant que plus il y a de labels, moins ils sont efficaces parce que tout le monde est perdu. Et on voit bien, c'est la difficulté de l'émergence des démarches de type HVE. HVE2 qui est une obligation de moyens, HVE3 qui est une forme de résultat. En fait, elles ont un mal fou à pénétrer dans le marché parce qu'elles n'arrivent pas à être reconnues et elles ont tendance à engendrer un flou majeur. Dans les choses, si je sors un tout petit peu du bio et du non-bio, vous avez illustré tout à l'heure la logique lapin et bien. Là, je trouvais ça très joli. Et en fait, ce que vous avez derrière ça, vous travaillez avec le CIWS. Ce que vous faites, c'est vous essayez de faire émerger un marché sur le bien-être, une forme de labellisation ou de certification sur le bien-être animal, qui est une demande très très forte de la société. Et la question, elle est comment on arrive à passer d'une logique, c'est noir ou blanc, à une logique de progressivité. C'est ça, en fait, le défi. On a un vrai défi de pédagogie. Et pour moi, le bio, il va continuer à augmenter. C'est une forme de certitude. Ça va peser très lourdement sur les paysages. Enfin, peser pas négativement, mais ça va peser lourdement sur les paysages. Ça va une organisation des paysages agricoles qui va devoir être transformée. Certains ont dit que le bio vivait aujourd'hui, en fait, sur le porte-bagages du conventionnel, parce que le conventionnel réduisait la pression de bioagresseurs. C'est ce qui a été dit. On ne s'est pas totalement démontré. Par contre, ce qui est clair, c'est que vous ne pouvez pas généraliser le bio dans des paysages agricoles extrêmement ouverts, parce qu'en fait, les régulations biologiques ne jouent plus si vous avez des parcelles agricoles qui sont très grandes. Et en bio, en moyenne, vous avez des parcelles agricoles beaucoup plus petites. Donc la généralisation pose une question de l'organisation du foncier. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est comment on va être en mesure de faire en sorte que la transformation agroalimentaire suive ça. Ce que vous avez aujourd'hui en transformation longue, le bio se trouve plutôt, pas sur des transformations courtes, mais sur des petites unités de transformation. Et si vous voulez une généralisation du bio, eh bien le bio doit aller dans des grosses structures de transformation où il y a d'énormes économies d'échelle qui jouent et où l'hétérogénéité qui est inhérente à la production bio ne passe pas. Donc il y a une forme de défi qui est pour l'industrie agroalimentaire, comment elle peut évoluer. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant pour un groupe comme Cavac qui est à la fois dans la production et qui a des structures de transformation. Donc les défis, ils sont à beaucoup d'endroits. Justement, Jérôme, au niveau stratégique, comment la Cavac se situe par rapport à cette cohabitation bio-non-bio Écoutez, la cohabitation se passe très bien. Il faut juste pour rappeler quand même cette initiative, en tout cas cette volonté stratégique de partir vers des filières qualité dont le bio date d'il y a plus de 20 ans au niveau de la coopérative. Alors, je ne vais pas dire que pendant un moment, ça n'a pas pu faire sourire de voir un peu du bio. Ceci étant, on a toujours eu donc un représentant au Conseil pour commencer, et c'est d'ailleurs cette stratégie a été validée à l'unanimité sur le fait qu'il y avait des consommateurs en recherche de cette production et qu'il y avait en adéquation des agriculteurs en recherche de cette production également. Donc ça a monté progressivement et on a plutôt fait en sorte qu'on utilise, comme l'a dit Franck, d'abord les moyens du conventionnel pour développer le bio le plus économiquement possible, créer des synergies. C'était la même personne qui s'occupait de commercialiser, c'était les mêmes sites, c'était les mêmes camions. Il n'y avait pas tout reconstruire. On a pu démarrer des bios sur un postulat économique assez favorable.
Et donc, ça a monté en puissance. Et après, ensuite, je crois que la cohabitation, aujourd'hui, on est rendu à 5 administrateurs dans le conseil. On a même eu 6, enfin, en tout cas, ça peut varier. Mais on est au-delà des 12% d'ailleurs de proportion. On est 29 administrateurs, on est 5 en production biologique. Et je crois, et les collègues peuvent témoigner, qu'il n'y a aucun ostracisme. Il y a vraiment aucune opposition et plutôt, je dirais, ça conforte, puisqu'on est vraiment dans l'idée qu'aujourd'hui, cette segmentation des marchés, elle est très utile, elle est créatrice de valeur, et c'est ça qui est notre guide aujourd'hui, pouvoir, par segmentation, en répondant à un marché, créer de la valeur et faire correspondre des gens qui ont envie de ce type de production, de ce mode de production dans l'exploitation, et donc des consommateurs en face qui sont en attente de ces produits. Oui, alors, Franck, il y a le bio, il y a le conventionnel, mais même pour le conventionnel, il y a des attentes de toute façon auxquelles il faut répondre. Je pense notamment aux pesticides, dont on a déjà parlé, hein, mais est-ce qu'il y a des possibilités, sans faire de bio, de faire des efforts vraiment majeurs dans ce domaine ? Oui, une troisième voie, quoi. Voilà. Alors effectivement, à ce titre-là, on a une petite vidéo qui témoigne sur un sociétaire qui s'y essaie, car effectivement à la CAVAC, on essaie cette troisième voie. Alors voyons ça. Donc voilà, effectivement, certains sont au courant. Voilà, c'est un dossier qu'on travaille à la CAVAC depuis 3 ans, même 4 ans. On voit qu'il reste encore plein de solutions à trouver, mais c'est au moins une très bonne illustration justement du transfert de compétences techniques entre le bio et le conventionnel. Et puis, en tant que responsable élu, je pense que c'est une manière de montrer justement une démarche de progrès. Et si on peut emmener justement un maximum de producteurs sur cette troisième voie, une voie intermédiaire, qui demain justement se développera peut-être aussi sur de la production bio chez des producteurs comme ça. Merci. Christian Huyghe, il y a une autre question importante qui est soulevée en ce moment. Peut-être que le grand public y est un peu moins sensible, quoique, c'est la question de la séparation du conseil et de la vente, hein, qui a déjà été un tout petit peu évoquée. Vous, comme chercheur, selon vous, est-elle pareil, souhaitable, possible ? Ne sera-t-elle pas contournée d'une manière ou d'une autre ? Et finalement, est-ce que c'est pas un handicap un peu artificiel qu'on pose aux coopératives ? Alors, c'est une question très politique, et en tant que chercheur, directeur scientifique de l'INRA, normalement, je dois faire jouer mon devoir de réserve. Mais je ne vais pas le jouer, donc... J'en étais sûr. Voilà. C'est ce qu'on avait convenu. Donc, non, mais en fait, c'est une question qui est compliquée, parce que c'est une forme... On voit bien que c'est un engagement politique. C'était inscrit dans le programme du candidat Macron, qui est maintenant président. Ça ne vous aura pas échappé. Donc, de fait, il a dit qu'il ferait, il fait. En fait, est-ce que ça sera contourné ? Ça a toujours été un jeu, il y a une règle, on essaie de la contourner. Donc on sait que ça va se produire, et on sait qu'il y aura des gendarmes qui vont courir après. Mais ce n'est pas ça tellement la question, en fait. Comme je l'ai dit plusieurs fois aux ministres qui se sont succédés, c'est la séparation du conseil et de la vente pour faire un conseil indépendant. Certes, c'est une chose, mais ce qui compte, c'est la qualité du conseil. Parce qu'un conseil indépendant, nul mais indépendant, il reste nul. Voilà. Et donc la qualité, le problème central, il est la qualité du conseil et la qualité de l'accompagnement. Et donc, c'est pour moi le point absolument majeur, il est là. Il est comment on arrive à identifier les verrous sur lesquels il faut travailler avec l'ensemble du monde agricole, et que les personnes qui sont en charge de ce conseil, qu'ils soient stratégiques ou qu'ils soient tactiques, puisqu'on a ces 2 niveaux-là qui s'identifient maintenant, comment on fait en sorte que ces conseillers soient formés, qu'ils assurent un ressourcement pour eux, et ils soient une ressource pour les agriculteurs. Pour moi, le défi, il est là. Et ce défi-là, il est posé aux coopératives, qu'elles fassent du conseil ou de la vente. Pour la plupart vont quand même choisir de garder plutôt la vente. Elle se pose aussi aux chambres d'agriculture qui ont ce défi-là. C'est ça, pour moi, le problème central. Hein. Enfin, la position centrale, et c'est ça qui a conduit l'INRA, les instituts techniques et l'ensemble des chambres d'agriculture de mettre en place une cellule qui s'appelle Recherche, Innovation, Transfert, de façon à maximiser la mise à disposition en temps réel pour les acteurs du conseil de toutes les connaissances dont on dispose à un moment donné. Alors, Jérôme, vous n'avez pas de devoir de réserve, vous, au contraire. Donc, je ne peux pas ne pas vous poser la question sur ce sujet et vers quoi vous vous dirigez. Peut-être déjà dire avant vers quoi on se dirige. Rappeler que, peut-être tordre le cou à certaines idées, que les coopératives ou les OS en général sont plutôt là pour vendre et ne se soucient pas du reste.
On a toujours eu cette philosophie aujourd'hui d'user à bon escient ces produits-là pour protéger les plantes et plutôt de réduire. La preuve en est, c'est que l'ensemble des filières qualité que vous avez pu voir et présenter avait toujours cette partie-là qui consistait à une réduction. Quand on est en demande directe avec un client qui, lui, est en connexion directe avec un consommateur, eh bien souvent, il y a cette demande-là. Et donc, on a tout le temps évolué, on a toujours fait évoluer. Par exemple, une des filières les plus anciennes que l'on ait, CRC, avait une liste de produits positive et donc un certain nombre de choses, de réglementations à mettre en place. Donc ça fait partie de notre philosophie depuis longtemps. Dès qu'on le peut, mais à condition de pouvoir assurer, donc réduire autant que se faire se peut. Deuxième point, par contre, qui nous inquiète, qui amènera peut-être à la réponse, c'est dire qu'est-ce qu'on va faire. Dire qu'on est très gêné quand même par cette solution, parce que ce succès au niveau de la coopérative de 60% aujourd'hui de culture contractualisée déjà avec un client, c'est fait sur une base de cahier des charges qu'on est capable de remplir parce qu'on a les hommes qui la conduisent. Ça, c'était une condition indispensable que nous demandent nos clients, certains sont ici, et sont inquiets d'ailleurs, je pense, à juste titre, sur la capacité demain à accompagner ça. Et vraiment, bon, vous le savez, donc pour finir à savoir ce qu'on va faire, il est encore difficile de pouvoir se positionner. On n'a pas, les décrets ne sont pas encore finis d'écrire. Le diable se cache dans les détails. Mais toujours est-il que nous, aujourd'hui, il nous est très, très important aujourd'hui de conserver cette part contractualisée qui dégage la valeur ajoutée. On a répondu à un marché, on a obtenu cette valeur. On ne voudrait pas la perdre sous prétexte que demain, on n'est pas capable d'assurer cette continuité et cette obligation de moyens et de résultats. C'est les deux. Et donc, nous, aujourd'hui, on est vraiment à l'écoute de comment on va pouvoir transformer ce modèle et pas le casser. C'est une réussite. Il y a des personnes qui sont venues visiter assez récemment des silos de travail du grain qu'on a pu réaliser, qui militaient beaucoup pour la séparation de la vente et du conseil. Je lui ai rappelé le danger dans lequel ils mettaient la coopérative en forçant le système, alors qu'aujourd'hui, le marché nous conduisait tout doucement vers là, avec les transitions nécessaires, le temps nécessaire pour y arriver. Merci. On va avancer un peu plus vers l'aval maintenant et vers le marché, puisque ce sont deux réalités qui se répondent et qui se questionnent l'une l'autre. Alors Bertrand Zwiderski, on passe carrément de l'autre côté, donc avec Carrefour, dont vous êtes le directeur du développement durable. Alors, on va partir de Carrefour et de sa nouvelle politique alimentaire, justement, qui, je crois, repose complètement sur cette idée de transition, notamment peut-être, avec le programme Act for Food. Alors, tous ceux qui fréquentent Carrefour n'ont pas pu manquer l'annonce d'Act for Food, mais alors justement, ça va être intéressant que vous nous décriviez un peu plus sur quels principes il repose, quels sont ses objectifs déjà. Bon, d'abord, excusez-moi, j'ai plus de voix. Donc, vraiment désolé. Ça fait bizarre de m'entendre d'ailleurs. Oui, et alors, il y a une très bonne amplification, donc vous n'avez pas à faire trop d'efforts. Non, juste pour vous dire que on a évoqué la transition alimentaire, est-ce qu'elle est en cours, etc. Elle est en cours. Enfin, elle est en cours. Cette transition, elle est réelle, elle se vit dans les magasins. Est-ce que c'est 100% de nos clients ? Non. C'est 3, c'est 2, c'est 1%, c'est 5%. Mais eux emmènent tout le marché. Donc, à cette question que vous avez posée tout à l'heure, la transition alimentaire, elle est là, elle est réelle et elle est en magasin. Ensuite, on a le sentiment un peu que l'époque où on était un peu devant, où on a proposé une boule bio, nous, en 92, on a proposé les filières qualité en 92, on a proposé des solutions sans OGM, on était un peu devant. Maintenant, on est derrière le consommateur. La société, elle est devant nous. La société, elle porte une utopie. Elle porte une utopie du sans plastique, elle porte une utopie du sans produits chimiques, du sans phyto. Il y a une utopie qui est portée. Et celle-là, elle va beaucoup plus vite que nous. Et aujourd'hui, nous, je dirais qu'on est un peu en train de courir derrière cette utopie. Je vous donne juste un exemple très concret. Tout le monde voit le concombre. Vous voyez ce concombre ? Vous le voyez dans un sachet plastique, là ? D'accord ? Il y a 3 ans, ce concombre en plastique, il choquait personne. Aujourd'hui, je baisse mes ventes. Aujourd'hui, parce qu'il est en plastique, je baisse mes ventes. Alors, on lance une banane bio-équitable il y a 3 ans dans un sachet plastique. Ça cartonne, une banane sur 3, bio-équitable chez Carrefour. Aujourd'hui, j'en vends plus. Aujourd'hui, je suis obligé de trouver un nouveau système pour essayer de supprimer le plastique, d'y mettre un bandeau à la place pour réussir à récupérer mes ventes. Là, vous voyez la pomme bio en vendue par 6, en lot par 6. Pareil, en plastique, j'en vends moins.
Je suis obligé de trouver des systèmes. En Belgique, déjà, on est passé à des systèmes entièrement en carton. Mais vous, qui connaissez bien le monde industriel, vous savez comme ça peut être compliqué de passer d'un système plastique, d'un système qu'on a mis 50 ans, 60 ans à optimiser, d'un système où maintenant on revient sur des choses qui sont très différentes, où le consommateur, lui, nous demande une demande différente. Mais la grande différence, c'est qu'il faut la faire pour demain, voire pour hier. Alors justement, pour en revenir à Act for Food, quels sont vraiment les grands axes d'action en fait que vous menez? C'est sur tous les domaines. Il y a l'emballage, il y a la composition des produits. Non, je ne vais pas revenir sur les grands sujets de transition alimentaire que vous avez évoqués en introduction et qui sont ceux que l'on a pris. Donc il y a les produits bio, il y a les matières controversées. Les matières controversées, c'est un très bon sujet. Vous vous rendez compte de ce que Yuka a fait? Vous vous rendez compte de ce que les applications ont fait? Vous vous rendez compte que je suis allé en Hollande la semaine dernière et ils n'ont pas ça. Et ils l'ont même pas, ça n'existe pas dans la société. Mais c'est tout à fait différent, la consommation est différente et ils n'ont pas du tout ce souci. Ils ne scannent pas leurs produits, ils ne se posent pas ces questions-là, pas encore, mais ça va arriver. Donc nous aussi on a des engagements qui sont peut-être cette fois-ci plus proches des utopies de la société, qui sont la lutte contre le gaspillage alimentaire, sur lesquelles c'est une demande très très forte. Le plastique, j'y reviendrai parce que le plastique, c'est un irritant en magasin. Vous avez évoqué le fait qu'un consommateur restait un consommateur, etc., que quelquefois ça ne changeait pas. Mais c'est vrai que dès que vous mettez les mains sur le caddie, d'accord, vous mettez-vous en situation, vous mettez les mains sur le caddie, vous devenez quelqu'un de différent. Vous devenez un consommateur. Vous passez d'un citoyen à un consommateur. Par contre, le sentiment de jonction entre le citoyen et le consommateur sur le plastique, il est incroyable. Ça veut dire que ça l'irrite. Ça l'irrite vraiment. Donc cet engagement-là sur le plastique, il est pour nous essentiel parce qu'il est un irritant en magasin et il fait que certains clients, peut-être, décident de ne plus aller en magasin parce que justement, on va leur proposer une offre, une expérience dans laquelle ils vont trouver que l'expérience est trop plastifiée. Alors justement, on comprend bien le mouvement dans lequel vous vous situez, c'est-à-dire que maintenant, voilà, c'est la demande consommateur qui vous précède d'une certaine manière et qui vous engage après, à vous-même, à mener une certaine politique. Cela dit, à partir de cela, ça vous donne un rôle prescripteur qui est très fort avec votre amont. Et dans ces cas-là, est-ce qu'il n'y a pas peut-être une tendance ou un risque que vous outrepassiez votre rôle en exigeant de votre amont des choses qui ne sont pas forcément réalistes ou fondées scientifiquement, puisque le consommateur, il n'a pas forcément des demandes fondées scientifiquement? Alors, c'est un vrai risque, ça c'est sûr. Le risque, c'est qu'une utopie du zéro phyto, nous on se dit, tiens, c'est une bonne utopie, on en fait un bon sujet marketing, et puis on va l'exiger de tout le monde. Dans la vraie vie, vous savez que c'est pas comme ça. C'est absolument pas comme ça que l'on va pouvoir le faire. C'est pas comme ça que ça va marcher. Et je pense qu'on a à construire ensemble. On sera beaucoup plus fort si on travaille ensemble, si on arrive à collaborer, si on arrive à construire, si on arrive à être ensemble pour proposer une nouvelle solution. Regardez les œufs. Le problème des œufs, il est très simple. Nous, tous nos clients, enfin les clients, la société demandait des œufs hors cage. Et c'était devenu une demande quand même très forte. Et quand on prend l'engagement de passer à des œufs hors cage, on le prend de manière progressive, on le prend de manière concertée et avec la profession. Et je pense que c'est ce type de dynamique très forte entre... Dans la phrase que vous avez... Dans votre question, il y avait quand même deux mots qui étaient très forts. Il y avait prescripteur. C'est vrai que c'est pas très collaboratif, prescripteur. C'est vrai, mais... Après, il y avait exigence. Enfin, tous ces mots-là, c'est les mots des années 80. Donc ça, maintenant, il faut les oublier. Il faut se dire, voilà, il faut se mettre autour d'une table et se dire, mais que peut-on faire ensemble? Moi, vous voyez, vous montrez une vidéo d'un blé qui était sans traitement phyto. Bon, mais attendez, ça, je peux le vendre. Ça crée de la valeur. Vous avez créé de la valeur, vous, dans vos champs. Vous avez créé de la valeur par le travail. Nous, notre job, et c'est ce qui est dur, c'est de créer de la valeur pour le consommateur. De se dire comment le consommateur va apporter de la valeur à ça. Et ça, je vous dis, on n'a pas la recette magique. Et on teste. Regardez, quand on a testé, c'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est connu, c'est le lait. C'est un test, ça, on est d'accord qu'on teste. On se dit, est-ce que c'est possible? Vous imaginez quand cette idée-là, elle émerge dans nos bureaux avec le fondateur, vous imaginez que personne n'y croit. Vous imaginez que c'est un truc impossible.
Pourtant, c'est possible, et vous avez vu, hein, aujourd'hui, je crois que nous, on fait 100 millions de bouteilles quand même, donc ça fait 100 millions d'euros sur une marque qui a un an et demi. Donc, ce que je veux dire, c'est que la co-construction, la collaboration, etc., c'est la nouvelle source de compétition entre les enseignes. Et c'est la nouvelle source de création de valeur pour nos consommateurs. Et c'est là-dessus qu'il faut aller. Et par contre, il faut oublier, j'ai bien aimé dans l'introduction, quand vous parliez de la multiplicité des labels, etc., quand moi je vois des cahiers des charges où on exige HVE, etc., mais qu'est-ce que je vais dire à mes clients, moi, avec HVE? Je dis quoi à mes clients, HVE? Je dis, écoutez, vous allez prendre ça, c'est plus cher, parce que c'est HVE. Mais le consommateur, il doute. Alors, il doute de nous. D'ailleurs, beaucoup dans la salle doutent de Carrefour. Ils doutent. Hein, il y a un scepticisme sur ce qu'on va dire qui est fort. C'est énorme. Et comment? Et pourtant, avec ce scepticisme-là, il faut quand même construire le monde de demain. Il faut réussir à trouver la bonne équation avec une défiance qui est énorme de la part des consommateurs pour construire le monde de demain. Et franchement, je pense que la meilleure méthode, c'est de le faire ensemble, sans oublier autour de la table le patron, qui est le conso. Alors, justement, le faire ensemble, je vais reprendre quand même malgré tout une terminologie années 80. Justement, ensemble, ça veut dire aussi avec vos fournisseurs. Et donc, qu'attendez-vous d'eux? Justement, quand je parlais de prescription, dans mon esprit, c'était pas forcément un terme autoritariste, mais puisque vous remontez du consommateur, ça passe par vous et vous demandez des choses à vos fournisseurs. Alors, comment ça se passe et justement, comment faire ensemble des choses que vous avez réclamées? Ce qu'on attend un peu de nos partenaires, je ne vais pas utiliser le mot fournisseur, ce qu'on attend, c'est de nous dire ce qui est possible de faire. D'abord, parce que vous savez, le monde de la distribution, nous sommes des distributeurs. Donc, distributeurs, ce sont des plateformes logistiques, des camions, des magasins et un accueil client. On n'a pas toujours toute l'expertise nécessaire pour comprendre toute la valeur ajoutée que vous pouvez apporter sur les produits. Donc, d'abord, ce qu'on a besoin, c'est de connaître, de comprendre ce qui est possible de faire. Je pense que ce qu'on a besoin aussi, c'est de mieux dire à notre amont la tendance de consommation, de l'exprimer cette tendance. Quand nous, on voit le marché de la viande qui baisse, quand on voit ça, les premiers signes, il y a très longtemps déjà, quand on voit le marché de l'œuf cage qui baisse, c'est à nous de réussir à transmettre cette tendance de consommation, de les transmettre bien en amont et le plus en amont possible. Parce que j'ai bien conscience que le monde agricole, lui, met beaucoup plus de temps que le consommateur derrière son caddie à changer. Alors, justement, vous avez plusieurs fois dit « je vends pas », etc. C'est vrai qu'une des forces, mais au niveau, je dirais presque, une des connaissances fortes qu'a la grande distribution, c'est tout simplement il y a ces chiffres de vente qui sont en soi quand même, qui restent quand même le juge de paix, non ? Le juge de paix, c'est le consommateur. C'est la façon dont on va réussir à lui exprimer notre offre. Le chiffre de vente, vous mettez en tête de gondole des choux-fleurs. Vous en vendez plus ou pas? Vous en pensez? Plus, normalement. Vous réussirez à en vendre plus, mais pas beaucoup plus. Parce que normalement, vous n'êtes pas sûr que tous les consommateurs savent cuisiner le chou-fleur et envie de chou-fleur. C'est pas une équation si simple, quoi. Il faut que nous, on réussisse à peut-être mieux théâtraliser, mieux proposer une nouvelle expérience aux consommateurs. Vous avez pris l'exemple tout à l'heure d'un magasin qui est Villiers-en-Bière, dans lequel on cherche, comme tout le monde, on n'a pas la solution, mais on cherche une nouvelle expérience pour le consommateur. Qu'est-ce qui va faire qu'on lui fera consommer plus de fruits et légumes, par exemple? Comment on peut faire pour que le consommateur se pose la question de cuisiner, se dise comment je reviens en cuisine, etc. Tout ça, ce sont des questions auxquelles nous, on n'a pas encore les réponses, mais je pense que tous les distributeurs, là je ne parle pas que de Carrefour, nous sommes en train d'essayer de chercher comment revoir, réinventer l'expérience du consommateur. Alors, je crois que la CAVAC a prévu, justement, par rapport à cette question, de présenter un film sur la façon dont ces filiales alimentaires pouvaient tenter de collaborer avec la grande distribution et ce qu'elle pouvait apporter, en fait, via ces différentes filiales. Je crois qu'on peut lancer la vidéo. Alors, Bertrand Swiderski, je ne vais pas vous demander forcément de réagir à cette vidéo, mais plus généralement, est-ce que, justement, vous considérez que, disons, le monde de l'offre, la production agricole, la production agroalimentaire, est suffisamment force de proposition, justement, sur ces questions ? Pas toujours, non, pas toujours. Sur le bio, vous savez très bien que sur le bio, la demande est très forte. Et que c'est la raison pour laquelle on est obligé d'innover aussi, de se poser la question des contrats à long terme, de se dire est-ce qu'on prend des contrats à 3 à 5 ans, est-ce qu'on s'engage en volume, des choses qu'on ne faisait pas avant.
des engagements en volume, des engagements en prix pour aider à la conversion. On est obligé de stimuler la conversion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la conversion vers le bio, on plafonne un petit peu. Si dans nos derniers chiffres, je crois qu'on a fait cette année 390 conversions d'agriculteurs, mais il nous en manque. Il nous en manque, donc ça va pas assez vite, c'est sûr, le consommateur en veut plus et on en a besoin. Donc, et après, vous avez en effet toutes ces nouvelles formes de consommation dans lesquelles quelquefois on trouve pas l'offre en France. J'ai un exemple quand même du quinoa. Le quinoa, quand ça a été lancé, alors je sais pas dans quelle année, je n'étais pas dans ce business, mais à mon avis c'est plutôt dans les années 95, il venait exclusivement des pays étrangers. Aujourd'hui, on le cultive en France. Le chia, aujourd'hui, c'est une demande qui commence et tout le monde a entendu parler du chia, alors que moi, même il y a un an, je le connaissais peut-être pas, ou il y a un an ou deux, on n'en produit pas encore en France. On n'a que Nutrition et Santé, je crois, dans le Sud, qui a une toute petite production de chia. Ce sont ces choses-là où je pense qu'on a à discuter beaucoup plus, à se poser la question de comment va-t-on produire ce qui sont ces nouvelles, pour ces nouveaux consommateurs. J'ai bien aimé le mot des nouvelles personnes, nouveaux consommateurs, etc. Enfin, ils sont encore petits, ils sont encore petits, mais c'est justement le bon moment pour se poser la question de que vont-ils manger. Quand vous êtes un végétarien, vous ne faites pas du remplacement d'un steak de bœuf par un steak de soja. Ça, c'est la première étape. En fait, vous cuisinez différemment, vous avez une expérience du consommateur qui est complètement différente. Ça, nous, on a à l'appréhender et on a à le faire avec vous, parce que c'est avec vous qu'on doit réussir à produire en France ce qui va être le consommateur de demain. Tout à l'heure, vous avez évoqué C'est qui le patron, et de façon générale, disons les offres qui peuvent être développées, notamment en garantissant une équité de répartition de la valeur sur toute la chaîne. Alors, vous évoquez le succès de C'est qui le patron en lait. Est-ce que, sur cette marque précisément, les déclinaisons, parce que maintenant il y a eu beaucoup de déclinaisons sur beaucoup de marchés, est-ce qu'elles marchent aussi bien que dans le lait, d'une part, et d'autre part, est-ce que, au-delà de C'est qui le patron, vous pourriez, si ce n'est généraliser, en tout cas, étendre davantage cette logique de meilleure répartition de la valeur ajoutée sur la chaîne? Alors, C'est qui le patron ce laboratoire live nous a quand même apporté beaucoup de choses. D'abord, il nous a montré que le sujet du bien-être du secteur agricole, etc., c'est un sujet qui est au cœur de la société. Et c'est un sujet sur lequel le Français est sensible et sur lequel le Français est prêt à investir. Et je vous invite à aller dans tous les magasins, et pas uniquement les carrefours, mais dans toutes les zones géographiques, pour vous rendre compte qu'un consommateur même modeste achète du lait, C'est qui le patron aujourd'hui. Donc il est prêt. Ce sujet est un bon sujet et le sujet sur lequel le Français veut agir. Ensuite, on a quand même la transparence. C'est quand même dingue ce qui se passe quand même avec la transparence. Le consommateur veut tout savoir. Et avant, il voulait peut-être tout savoir, mais il savait rien. Aujourd'hui, il a accès à tout. Il connaît tout, il peut tout savoir. Et cette volonté de tout savoir, elle est réelle, elle s'amplifie et elle augmente toujours. Vous savez, quand on sort les projets, on a des projets qu'on appelle blockchain chez nous. Ce sont des projets de transparence dans lesquels le premier qu'on a lancé, c'était le poulet d'Auvergne. Vous pouvez, avec votre téléphone, taguer, vous pouvez savoir exactement quand le poussin est né, ce qu'il a consommé, quand il a été abattu. Vous connaissez exactement toute la chaîne jusqu'à arriver au poulet nourri sans antibiotiques. Ça, c'est l'avenir. Ça, c'est vraiment l'avenir. Cette transparence donnée aux consommateurs. Et pour revenir à votre question, cette transparence sur le prix, elle semble être une utopie portée par la société et qui semble évidente en termes de tendance. Alors justement, Franck, sur ces questions, il y a Agriéthique, dont on a déjà parlé lors de la présentation de la CAVAC. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et comment ça participe du même mouvement ? On est tout à fait dans ce schéma-là de contractualisation dans la durée, parce qu'effectivement, contractualisation globale, on y est depuis très très longtemps. Et sur ce schéma Agriéthique, contractualisation dans la durée, aujourd'hui c'est un label qu'on a mis en place il y a aujourd'hui 6 ans. Il est tout à fait dans cette démarche-là. Donc nous, on l'a initié d'abord sur les céréales. C'était le schéma qui nous semblait le plus facile à faire et puis qui était de toute façon une demande de nos clients.
Donc on l'a mis en place sur le blé tendre, qui aujourd'hui est aussi une filière relativement mature. Ensuite, on l'a développé sur la filière œuf. On s'y essaye aussi sur quelques petites filières viande, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place. Il y a la filière beurre qui va voir le jour, je pense, dans les semaines qui viennent. Donc voilà, on voit qu'on est tout à fait dans ce schéma-là de la contractualisation dans le temps. Ça, c'est important. Et puis, je suis bien heureux effectivement de vous avoir en face. Moi, cette notion de toute façon de commerce équitable, éthique, devrait être la base, où je pense, de toutes les relations commerciales. Après, voilà, on est bien tout à fait conscient que c'est pas tout à fait aussi inné que ça. Je pense que le commerce en général de la grande distribution n'a pas été aussi simple que ça à une certaine époque. Donc, bien heureux si ça évolue aujourd'hui. Voilà, ça, je pense que c'est très bien. Et puis, où je vous rejoins, c'est que de toute façon, on doit être en phase de toute façon avec la demande sociétale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le consommateur est en phase avec ça. Le consommateur est de plus en plus demandeur, justement, d'une contractualisation, d'une traçabilité et d'une transparence, quoi. Donc, je pense qu'on est dans le bon système avec ça. D'ailleurs, sur cette marque Agritic, sur ce label Agritic, on est en train de mettre il y a une filière qui est en train de se mettre en place sur la filière blonde d'Aquitaine en viande aussi. Donc ça, c'est une des choses qui se mettent en place de manière assez concrète. Et puis, d'ailleurs, avec vous aussi, avec Carrefour, on a travaillé en 2019 justement sur une filière viande bovine également, filière dont on a travaillé donc cette année, qui va voir le jour en début d'année prochaine. D'ailleurs, je crois qu'on a une petite vidéo aussi où Nicolas Picard, notre directeur de Bovinéo, doit nous faire la présentation de cette nouvelle filière-là. Effectivement, on voit que les choses bougent, effectivement trop lentement certainement, mais bon, les choses avancent quand même, quoi. Donc il faut rester optimiste sur cette marche-là. Oui, Bertrand. Je dirais que là, il y a deux acteurs, donc producteurs, distributeurs. Il nous manque le consommateur. Donc maintenant, à nous d'aller associer le consommateur à tout ça et de lui expliquer. Et ce que je disais un peu en préalable, c'est que lui, il va en demander beaucoup plus. Nous, on va arriver avec cette offre-là, et lui, il en demandera encore plus, quoi. Et c'est ça qu'on doit faire ensemble. Ce qu'on doit faire ensemble, c'est l'instant présent. Et c'est ce qu'on fait ensemble. Et on doit préparer l'instant d'après, quoi. Et l'instant d'après, on le sent. On le sait. On le sait qu'un label ne suffira pas. On le sait qu'une marque ne suffira pas. Ce qu'on a à lui offrir, c'est cette transparence jusqu'au bout. Et c'est ce qui nous fera gagner sa confiance. Et sa confiance, c'est clé dans notre métier. Mais si je peux me permettre, c'est une remarque effectivement assez globale et transversale. On voit bien que le pas de temps que le consommateur ou la société souhaite n'est absolument pas le pas de temps que nous, à la production ou la transformation ou la distribution est capable de faire. Et votre exemple tout à l'heure sur la fin du plastique dans les emballages, où vous avez dit que ça a mis 50 à 60 ans à ce que cette filière-là d'emballage plastique soit au point avec des produits type... Enfin, effectivement, je pense que c'est une très belle réussite. Aujourd'hui, du jour au lendemain, le consommateur ou la société en veut plus. Je pense que le parallèle, nous, avec les produits phyto, est exactement le même. On a mis 30, 40, 60 ans à ce que les produits phyto soient aujourd'hui soit au point, soit avec des résidus très très faibles. On a mis 50, 60 ans à mettre ça au point, et du jour au lendemain, on a le consommateur et la société aussi qui nous demandent à ce qu'on arrête d'un seul coup. Donc si vous pensez que le plastique n'est pas supprimable en 3 ans, je pense que la problématique à moi est tout à fait la même, quoi. Alors déjà, je vais repasser la parole à Christian Huyghe sur toutes ces questions. Hein, mais vous n'êtes pas encore intervenu sur le rôle de la grande distribution, cette attente sociétale des consommateurs, le fait qu'ils ont un temps d'avance maintenant sur l'ensemble du système. Ce qui a été dit et ce qui a été montré dans les reportages, en fait, montre 2 choses. Le premier, c'est la demande d'information. Et comme Bertrand le disait, l'exemple de Yuka est en soi extrêmement intéressant. Parce qu'en fait, c'est le numérique qui permet de découpler le flux d'informations et le flux de matière. Et donc, aujourd'hui, Yuka donne une information sur la composition. Demain, moi, j'ai pas du tout de doute sur le fait que les éléments sur les conditions de production, et la blockchain sur le poulet est une illustration, et demain, on aura l'information sur les phytos. Et donc, il y aura une information indépendante dans lequel on a confiance et qui va en fait engendrer le consentement à payer. Parce que si c'est simplement pour ne rien faire, ça ne sert à rien. Donc il y aura cette information-là. Le deuxième élément qui était bien montré, c'est le local. En fait, la question du local est intéressante. Pourquoi ? Et en fait, il y a 2 choses derrière le local. Il y a le sentiment que, petit 1, je peux avoir confiance.
Ça reste à démontrer, mais c'est quand même ce qui est mis en avant. Et le deuxième élément, c'est que le local a moins d'impact global. Et en fait, c'est ça qui pose question. Quand vous dites tout à l'heure, il faut du Kia produit en France, pourquoi on ne produit pas beaucoup d'ananas, et pourtant vous vendez des ananas. Et en fait, la question qui est posée, c'est comment on arrive à faire en sorte que les gens ils aient confiance et ils aient une information de façon à faire des choix raisonnables et ne pas... Et en fait, transformer une utopie, c'est important, l'utopie dans la vie, en quelque chose qui est une utopie relativement atteignable et pas envoyer des questions au Père Noël, même si le Père Noël, c'est pour bientôt, quoi. Mais voilà. Jérôme, vous vouliez intervenir aussi Ouais, avant, peut-être pour lancer un peu les questions, moi j'en avais une à Christian Huyghe. On a le sentiment quand même qu'aujourd'hui, les problèmes que nous sommes en train de traiter, comment je dirais, ils ont été exacerbés par, je dirais, les médias d'une manière générale, qui ont créé la peur auprès du public et génèrent aujourd'hui des demandes qui sont, pour la plupart, je pense, non fondées scientifiquement. Et ma question est derrière. Aujourd'hui, ce que nous ne devons pas remettre au cœur de la scène des fondements scientifiques et faire des évolutions uniquement basées sur des faits scientifiques et non pas sur des élucubrations de certains. Aujourd'hui, je pense que c'est quand même des minorités qui sont en train d'imposer des choses par la peur. Les médias sont un vecteur très puissant. Et aujourd'hui, on subit ça quelque part. Et vraiment, je pense que beaucoup d'agriculteurs, en tout cas pour en avoir discuté avec beaucoup, ont le sentiment qu'on est en train d'éteindre un feu de cheminée avec un Canadair. En ce moment, il pleut suffisamment pour que vous n'ayez pas besoin d'amener le Canadair, mais non, mais en fait, la question que vous posez, c'est globalement la question de l'expertise scientifique. À quel moment on la mobilise ? Il y a un rapport qui a été fait par France Stratégie l'année dernière qui s'appelle « Expertise et démocratie, vivre avec la défiance ». Et en fait, il y a toute une analyse sur pourquoi les citoyens que nous sommes font confiance versus la défiance, et le rapport exprime très bien que défiance n'est pas l'opposé de confiance et que défiance n'égale pas méfiance. Vous allez dire, une fois qu'on a dit ça, on est bien avancé. Et en fait, ce qui est mis en avant, c'est les problématiques de formation et d'information. Il n'y a pas aujourd'hui spontanément une confiance dans la science. Il y a le politique qui n'y fait pas forcément confiance non plus d'ailleurs, et pas tout le monde, tout le monde n'y fait pas confiance. Les agriculteurs, pas toujours non plus d'ailleurs. Et donc en fait, la question de la construction de cette expertise conduit ou alors pourquoi je dis les agriculteurs, ils ne font pas toujours confiance non plus, c'est parce que quand on dit quelque chose qui est basé sur l'analyse scientifique de grandes bases de données, les agriculteurs, des fois, ils disent « Ah oui, mais attendez, chez moi, ça ne marche pas ». Et en fait, on fait la confusion entre expertise et expérience, ce qui n'a rien à voir. Et en fait, ce qui fonde l'expertise scientifique, et donc la science, ça n'a que 3 vertus. Alors, excusez-moi, je vais commencer par le plus gros mot, mais l'autorité. Alors, pourquoi ça fait autorité ? C'est parce qu'à un moment, il y a des gens qui se cassent la tête à analyser tout ce qui est disponible comme connaissance à l'échelle mondiale. Le deuxième, c'est que c'est basé sur des méthodes d'analyse qui sont reconnues par tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a des publications scientifiques avec des méthodologies de revues. Et le troisième, c'est la responsabilité. La responsabilité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la science, elle parle de la même façon que ce soit qu'on s'adresse à une entreprise qui est riche versus une entreprise qui est pauvre, à un consommateur qui est riche versus un consommateur qui est pauvre. Et tant que l'expertise tient à ces 3 aspects-là, ça fonctionne. Dès qu'on décroche d'un, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que quand vous avez des demandes ou des éléments qui sont basés sur une observation à un moment, à un endroit, ça ne marche pas. Et c'est pour ça, comme j'ai aussi la chance de m'occuper des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques, où on me dit « Oui, mais ça ne va pas assez vite parce que vous n'acceptez pas les fiches qu'on vous propose. » Eh bien oui, mais si elles sont basées sur une observation à un endroit, quelle est la confiance qu'on peut aborder ? Et donc la construction de l'expertise, c'est quelque chose de très compliqué. Et donc, est-ce qu'il faut revenir à ça ? Oui, il faut donner plus de poids à ça. Il faut accepter aussi toutes les incidences de ça. Les incidences, c'est qu'à un moment donné, on est amené à donner des avis sur ce que l'on connaît. Et c'est pour ça, ce qui est très bien, c'est que c'est jamais l'expert qui décide. Ce n'est pas l'expertise qui amène. Parce que, si vous prenez l'exemple des phytos, les phytos, c'est une agence qui décide. Ce n'est pas de l'expertise scientifique, c'est une agence. Et l'agence, en fait, elle décide sur la base d'un équilibre
avantages, inconvénients éclairés, mais ce qui fait l'équilibre, quel est l'équilibre acceptable, c'est la société qui le dit. Pourquoi ce qui était acceptable il y a 20 ans qui ne l'est plus aujourd'hui? C'est pour 2 raisons. Si vous prenez l'exemple des phytos, il y a 20 ans, on connaissait très très mal l'impact des phytos sur l'environnement, sur la santé, et aujourd'hui, les AMM, on est obligé de rajouter des choses sur la génotoxicité. Bon, on découvre des tas de choses que l'on ne connaissait pas. Donc, on connaît mieux, et puis l'équilibre avantage-inconvénient par la société n'est plus le même. Quand vous avez une société qui ne mange pas, qui meurt de faim, eh bien, globalement, vous acceptez des impacts sur l'environnement, voire des impacts sur votre santé, que vous n'acceptez pas quand vous avez l'assiette pleine. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une expertise et qu'il faut une séparation entre « je fais confiance à l'expert », mais la décision, elle est indépendante, la décision, elle est sociétale.